14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Marianne Erize a été enlevée par 3 hommes. Elle a été emmenée à la Marquesita, une caserne militaire utilisée comme centre de torture clandestine à San Juan. Elle a été torturée et violée par Jorge Oliveira. Elle a aussi été assassinée. Bonjour, Marie-Anne Erize. Ce nom ne vous dit peut-être rien. C'était une jeune femme à la beauté lumineuse et moderne. En ce début des années 70, sa carrière semblait toute tracée. Elle commençait à faire la une des magazines féminins et on lui prédisait un destin de top modèle international. Cette Française, née en Argentine, allait conquérir les podiums avant que son destin ne bascule définitivement. Marie-Anne Erize va ainsi faire partie des 30 000 disparus des années 70 en Argentine. Des hommes, des femmes, des enfants, enlevés parfois sur simple dénonciation. Évaporés sans laisser de traces le 15 octobre 1976, Marie-Anne avait 24 ans. C'est son histoire méconnue que je vous raconte aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle été enlevée? Que lui est-il arrivé? Pourquoi son bourreau a-t-il échappé si longtemps aux autorités françaises? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Marie-Anne Erize. Cette jeune Française s'est déjà fait un nom dans le monde de la mode, en Europe et en Amérique du Sud. À l'automne 1976, elle disparaît brutalement en Argentine, le pays où elle est née. Ce vendredi 15 octobre 1976, en milieu de matinée, une jeune femme très mince, longs cheveux châtains et yeux verts, belle et gracieuse, franchit le seuil d'une petite boutique de réparation de bicyclettes, en plein centre de la ville de San Juan, à l'extrême ouest de l'Argentine. Marie-Anne Erize s'est installée dans ce coin perdu il y a 4 mois. Cette Française de 24 ans, née en Argentine, travaille ici dans des oliveraies. Elle donne aussi des cours d'alphabétisation et de français aux plus démunis. Marie-Anne veut faire réparer les freins de son vélo. Elle le confie à la boutique et repassera le prendre à midi. 2 heures plus tard, elle est au rendez-vous. Elle règle la facture, sort du magasin, mais n'a pas le temps de se mettre en route. Un homme lui saute dessus, essaie de la saisir par le bras. Le patron de la boutique, Domingo Palacio, essaie de s'interposer, mais il est aussitôt collé au mur par 3 autres hommes armés. La Française se débat, crie, appelle au secours. Elle est jetée à l'arrière d'une Ford Falcon de couleur claire, elle-même suivie par 2 autres voitures. La vendeuse du kiosque à journaux de la rue Tapia est la dernière personne à apercevoir ce jour-là vivante Marie-Anne Erize. Les témoins de l'enlèvement n'ont guère de doute sur l'identité des auteurs, des policiers ou des militaires en civil qui font la chasse à tous les opposants à la junte au pouvoir. Gauchistes bien sûr, mais aussi progressistes, amis des pauvres, religieux, opposés à la violence, etc., etc. Les rapts perpétrés par ces commandos de l'ombre se multiplient, faisant régner la terreur dans tout le pays. Le lendemain de l'enlèvement, l'appartement de Marie-Anne Erize, rue Sabatini, est perquisitionné. Les meubles sont emportés, les propriétaires seront enlevés à leur tour. 5 jours plus tard, 15 hommes armés font irruption chez les parents de Marie-Anne à Buenos Aires. Le couple de Français, installé depuis des lustres avec leurs 6 enfants en Argentine, doit s'allonger sur le sol. Les Erize ignorent alors tout de l'enlèvement de Marie-Anne. Le logement est perquisitionné. Un homme menace de condamner leur fille à mort et de la jeter à 2 mètres sous terre. Marie-Anne Erize a disparu alors que 4 ans plus tôt, sa silhouette s'affichait sur les couvertures des plus grands magazines d'Amérique du Sud et d'Espagne. À cette époque, elle a tout juste 20 ans, elle est le mannequin qui monte. Elle tourne quelques publicités pour la télé, elle voyage beaucoup, séjourne à Paris, fréquente les discothèques et les cabarets, pose avec le chanteur Georges Moustaki, fait des photos de mode à Madrid, à New York ou au Brésil, jusqu'à ce qu'elle décide de laisser tomber cette vie facile. En 1973, elle a rencontré Daniel Rabanal, étudiant en architecture, opposant au pouvoir en Argentine, proche de l'organisation des Montaneros. Quand celui-ci est arrêté, 3 ans plus tard, pour son activisme, le jeune homme n'a jamais tué qui que ce soit. Marie-Anne, qui partage ses idées, sait qu'elle sera elle aussi, tôt ou tard, interpellée. Elle choisit de se réfugier à San Juan, tout d'abord chez l'ex-consul honoraire de France, un ami de son père. Elle est alors persuadée, à tort, que personne n'ira la chercher dans ce coin paumé de l'Argentine.
Marianne Herriz va faire partie des 30 000 disparus des années 70 en Argentine. Des hommes, des femmes, des enfants, enlevés parfois sur simple dénonciation, évaporés sans laisser de traces. Il va falloir des années pour retrouver celle de la Française. Le 22 octobre 1976, soit une semaine après l'enlèvement de sa fille, René Herriz a alerté le consulat de France, puis déposé des plaintes dans les commissariats de San Juan et celui de la province de Mendoza. Démarches qui ne vont alors connaître aucune suite. À l'époque, les Herriz n'ont pas été officiellement alertés de la disparition. Ils ne disposent en tout et pour tout que d'une lettre anonyme, les informant du rapt de leur fille. Marianne fait partie des quelques 80 personnes qui ont disparu à la même période à San Juan. La jeune Française aurait été violée à la Marquesita, un centre de torture clandestin en lisière du désert, assassinée puis sans doute enterrée dans un coin reculé. Les investigations sont impossibles et aucun des noms de ces militaires en civil qui sévissent dans la région, le commando RIM 22, ne sont dévoilés. René Herriz mourra sans savoir ce qu'est devenue sa fille, confiant à son épouse Marie-Noëlle la mission de retrouver les coupables. 7 ans après l'enlèvement et alors que l'Argentine retrouve la démocratie, un avocat est chargé par la France de se pencher sur les dossiers de 15 compatriotes disparus sous la dictature. Pendant 16 ans et demi, maître Horacio Mendes Carreras va ainsi remuer ciel et terre pour savoir quel sort a été réservé à Marianne Herriz. En 1986, il obtient l'ouverture de 2 procédures, l'une civile, l'autre militaire. L'avocat a identifié les officiers qui faisaient régner la terreur à la tête du commando RIM 22. Plusieurs noms surgissent, mais c'est un certain Jorge Oliveira qui retient l'attention, connu pour circuler dans les rues de San Juan en Renault 12 ou en Ford Falcon. Il avait 26 ans à l'époque de la disparition de Marianne et le grade de lieutenant. Il va ensuite gravir les échelons, considéré comme un élément loyal et sans état d'âme, prêt à obéir à tous les ordres, même les plus extrêmes. Oliveira est inatteignable. 2 lois d'amnistie stoppent les poursuites engagées contre lui devant le tribunal. La famille Herriz ne se décourage pas. En mai 1999, son avocate française, maître Sophie Tonon, porte plainte à Paris pour séquestration avec torture. Le juge Roger Leloir est chargé de l'affaire. 2 juillet 2000, le quotidien argentin Pagina 12 publie un article consacré à un avocat spécialisé dans la défense des anciens militaires, un certain Jorge Oliveira, l'ex-officier de San Juan, celui-là même soupçonné d'avoir enlevé Marianne Herriz. Il a pignon sur rue à Buenos Aires, impossible de faire procéder à son arrestation, toute demande serait vouée à l'échec, mais il est indiqué dans le journal que Jorge Oliveira s'est envolé pour la France pour plaider devant le Parlement européen à Strasbourg. Il y défendra les victimes argentines de la guerre des Malouines. Une interpellation est alors étudiée, mais elle paraît vouée à l'échec. Il ne s'agit pas d'un voyage privé. Oliveira est en mission officielle, protégé par son immunité professionnelle et un laissez-passer diplomatique. Impossible de l'arrêter sur le sol français, bien que cet homme ignore la plainte déposée dans l'affaire Herriz. Impossible de l'arrêter à moins qu'il ne commette le moindre faux pas lors de ce déplacement suivi de près par le juge Leloir. L'ex-officier et avocat Jorge Oliveira ignore en cette année 2000 la menace qui pèse sur lui. Il est à 1000 lieues de penser que la justice française le recherche et souhaite le juger. Le piège va se refermer. En cette fin juillet 2000, maître Jorge Oliveira, 50 ans, achève son séjour au Parlement européen de Strasbourg. Inarrêtable car couvert ici par son immunité professionnelle. L'avocate de la famille Herriz, Sophie Tonon, apprend alors que l'intéressé va séjourner quelques jours à Rome pour fêter avec son épouse leurs 25 ans de mariage. Un déplacement qui devient alors privé, sans aucune forme d'immunité. L'avocate se renseigne. Il est établi que les époux Oliveira sont inscrits sur un vol retour Rome-Buenos Aires le dimanche 6 août à 20h40. Le juge Leloir délivre alors un mandat d'arrêt international. Les autorités italiennes sont alertées. Le 6 août, des policiers en civil sont disséminés dans le hall des départs de Rome Fiumicino. Ils n'ont qu'une vieille photo de l'ex-militaire. Une hôtesse devra le désigner quand l'homme présentera son passeport. En une poignée de minutes, Jorge Oliveira est arrêté. Il tombe des nues. Il affirme n'avoir jamais entendu parler de Marianne Herriz.
La justice française est confiante. L'extradition de Jorge Oliveira vers Paris ne doit être qu'une formalité, une affaire de 3 mois au maximum. L'Argentine ne s'opposera pas à un procès en France de l'ex-officier commando. Celui-ci conteste les charges qui pèsent sur lui, il reste néanmoins incarcéré. La procédure suit son cours jusqu'à l'audience du 15 septembre 2000. Ce jour-là, l'avocat d'Oliveira fournit au magistrat de la cour d'appel un certificat de décès de Marianne Herriz, indiquant que celle-ci est morte à une date où l'accusé ne pouvait pas se trouver à San Juan. Le document est accepté sans la moindre hésitation, ni demande de vérification. Il s'avérera que celui-ci est un faux grossier. Jorge Oliveira est libre. Il s'empresse de rentrer en Argentine. Il vient une nouvelle fois d'échapper à la famille Herriz et au juge français. Jorge Oliveira, accusé d'être le ravisseur et bourreau de Marianne Herriz, se retrouve en sécurité chez lui en Argentine. Du moins le croit-il, l'affaire du faux certificat de décès va là-bas aussi créer le scandale. La libération par la justice italienne de Jorge Oliveira grâce à un faux grossier choque au plus haut point les autorités argentines. L'ancien commando devenu avocat a beau protester de son innocence, il n'a jamais torturé, il n'a jamais entendu parler de cette Française et l'a encore moins violée. Il n'était à l'époque qu'un simple lieutenant et ne pouvait en aucun cas mener des opérations de ce genre, à savoir un rapt. Malgré tout, le scandale enfle. Des témoins, dont un sénateur et une avocate, affirment que le soldat Oliveira les a torturés dans les années 70. Un appelé du contingent avait indiqué que Oliveira se disputait avec un gradé la prisonnière française. Mais ce soldat a ensuite disparu. Un autre militaire témoigne que Oliveira a bien mené la perquisition au domicile de Marianne Herriz, l'appartement de la rue Sabatini. Les murs du cabinet de Jorge Oliveira sont alors couverts à Buenos Aires de graffiti « Oliveira, assassin ». L'enquête de la justice argentine va ainsi se poursuivre, facilitée par l'abrogation des lois d'amnistie en faveur des ex-militaires. Le 3 novembre 2008, après 8 ans d'investigation, Jorge Oliveira est arrêté à Buenos Aires. Il est écroué dans l'attente du procès pour crime contre l'humanité. Détenu dans une confortable prison où il ne manque de rien. Oliveira voit l'échéance de son procès régulièrement repoussée. Celui-ci finit toutefois par se tenir à partir de 2011. 7 ex-militaires comparaissent pour avoir fait disparaître et tuer 60 personnes. Aucun des accusés n'avoue le moindre crime ou se repent. Oliveira continue à affirmer que la disparition de Marianne Herriz lui est étrangère. Après 1 an et 8 mois de procès, 4 juillet 2013, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Jorge Oliveira ne va passer que quelques jours en détention. Il va réussir à s'échapper et fuir à nouveau la justice, une longue cavale au cours de laquelle il va pouvoir compter sur ses vieux amis. 15 jours après sa condamnation, Jorge Oliveira, incarcéré dans un hôpital militaire, prend la fuite avec un autre ex-officier de l'armée argentine également condamné. L'homme que la France voulait voir emprisonné depuis tant d'années se soustrait une nouvelle fois à la justice. Oliveira va ainsi passer 4 ans en cavale. Il peut compter sur ses amis militaires et sur l'argent d'une caisse noire qu'il avait lui-même organisée alors qu'il était avocat. Un fonds secret destiné aux anciens soldats recherchés par les autorités et dans lequel il puisera pour subsister. Le gouvernement argentin promet une récompense de 2 millions de pesos pour sa capture. Jorge Oliveira sera finalement arrêté le 31 janvier 2017 dans la grande banlieue de Buenos Aires. Le tortionnaire de Marianne Herriz, reconnu coupable et condamné pour le calvaire de la jeune Française, sera finalement assigné à domicile. Le corps de Marianne Herriz, 24 ans au moment de sa disparition, n'a jamais été retrouvé dans le désert de San Juan. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.